Bonjour à tous et bienvenue dans le Bricks Talk, ce nouvel épisode qui démocratise l'investissement immobilier, les startups et la démocratisation de la finance. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Bradley. Bradley qui a un parcours hors du commun, il va nous expliquer tout ça, il va nous expliquer comment il est passé des études de finance à un CAP boulangerie, comment il a surfé sur sa passion des montres en lançant un club d'investissement dans l'horlogerie, et comment aujourd'hui il est en train de résoudre une vraie problématique qui est l'investissement dans des fonds d'investissement, dans du private equity. Donc tu vas nous expliquer ce qu'est le private equity et comment ça fonctionne parce que personne ne connaît. Comment j'aurais pu investir dans Facebook avant que Facebook ne soit coté en bourse. Euh, et, et aujourd'hui, je suis content de t'accueillir parce que finalement, tu as un parcours qui est digne d'un roman. Tu es passé par pas mal d'étapes. Depuis ta scolarité, t'es un vrai entrepreneur qui a touché un peu à tout. Est-ce que ça va, Bradley? Ça va super, merci Cédric, je suis ravi d'être là et de pouvoir un peu décrire mon parcours avec toi et de parler du sujet qui nous anime tous les deux, à savoir la démocratisation aujourd'hui des fonds de private equity. Alors moi, il y a une question qui me taraude là, tu vois, qui me démange. Comment on fait pour faire des études de finance, être à l'EDEC et finalement se dire qu'on plaque tout et on repart sur un CAP boulangerie? Alors, effectivement, c'est un très bon point. Petite correction, c'est pas un CAP de boulangerie, mais c'est un CAP de pâtisserie Ok. que j'ai réalisé. Et donc, pour revenir un peu sur la genèse, c'est moi, quand j'ai fini mes études à l'EDEC, effectivement, je savais pas exactement sur quoi je voulais me diriger. Et en fait, j'avais déjà un fort état d'esprit entrepreneurial. Je viens d'une famille où mes parents étaient profession libérale et donc j'étais pas très habitué au monde de l'entreprise. J'avais peu de gens autour de moi ou en tout cas dans l'environnement familial qui étaient salariés dans des groupes. Et donc, à la sortie de mes études, je me suis tout de suite lancé dans l'entrepreneuriat. Je suis jamais passé par un poste de salarié. Et puis en fait, ma dernière année à l'EDEC, j'étais en échange universitaire en Thaïlande. Donc voilà, super sympa, un an à Bangkok. Et puis là-bas, je rencontre en fait un patron d'une usine de meubles avec qui je sympathise. Et puis un peu comme ça, la fleur au fusil, je me dis, bon, lui, il fait des meubles sur mesure pour les hôtels, les cafés, les restaurants en Asie. Je vais faire la même chose pour l'Europe. Voilà. Donc je me lance comme ça dans l'aventure. Mon frère, Logan, que je salue, qui lui aussi avait fait l'EDEC et était déjà salarié dans un fonds de private equity, donc vraiment très axé finance, me dit bah écoute, c'est quoi, moi j'arrête et je te rejoins et on lance ça ensemble. Donc on fait ça pendant 2 ans et demi et au bout de 2 ans et demi, après un succès quand même assez mitigé, il faut bien le dire, on se dit: «Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que, on retourne, dans le monde de l'entreprise ou alors on essaie de remonter quelque chose d'autre?» Voilà, c'était à cette époque-là, je devais avoir, 26 ans, 26-27 ans et donc je me dis: «Bon, allez, qu'est-ce qui, est contre-cyclique?» On était dans une période économique qui était un peu difficile à l'époque. Et puis finalement, on se dit, la bouffe. Ouais, la bouffe, ça marche, de tout temps, crise, pas crise. Et puis, on commence à s'intéresser au domaine et on s'arrête sur la boulangerie. Et donc à ce moment-là, on était parti pour lancer une franchise, dans la boulangerie, donc pour reprendre une franchise en boulangerie et puis pas convaincu en fait par les concepts, par la qualité. On s'est dit: «Bah, tu sais quoi? Non, en fait, on va reprendre ça depuis le début». On était au tout début de cette vague de reconversion professionnelle et en fait, on se dit: «Bah, tu sais quoi? On va passer notre CAP, on va retourner à l'école, on va reprendre les bases» et puis, bah, on c'est ce qu'on a fait donc Ouais, donc là, tu es en 2012, tu ouvres une première boutique Ernest et Valentin. Tu es dans quel état d'esprit? Parce que tout de suite, là, tu es en train de me dire que tu es en mode franchise, mais tu as quand même des grosses franchises qui sont Paul, La Brioche Dorée et tous ces acteurs qui sont un peu des rouleaux compresseurs sur toute la boulangerie traditionnelle. Ça te fait pas peur? Écoute, ça nous fait pas peur en fait au début, on est allé voir ces grands franchiseurs, justement et en fait on avait un problème, c'est qu'on se disait: «Attends, on va vendre les produits Paul, on va vendre les produits, brioche dorée». En fait, on trouve pas ça très bon, et ça nous posait un problème de se dire qu'on allait vendre quelque chose où effectivement eux, ils nous disaient: «Mais vous allez voir, ça marche, c'est super». Mais nous, on se retrouvait pas trop là-dedans. Et puis on avait envie de créer, notre propre enseigne, de faire notre propre développement
Et donc c'est à ce moment-là qu'on se dit: «Bah, on va le faire nous, on va retourner à l'école» et c'est ce qu'on a fait. Donc mon frère a passé un CAP en boulangerie, moi un CAP en pâtisserie et puis suite à ça, on a repris, une première boulangerie. Alors, ce qui est dingue, c'est que 6 ans plus tard, vous avez 6 boulangeries, plus de 6 millions de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui fait selon toi, tu vois, que ça a pris un tel succès? Tu vois? Est-ce qu'il y a, sans mauvais jeu de mots, est-ce qu'il y a une recette, magique? Est-ce que c'était le produit, le marketing, un mélange de tout ça? Écoute, je pense pas parce que, on n'était pas des experts en marketing. Je pense qu'on a fait les choses de façon très honnête. C'est-à-dire que nous, en fait, bah, on est des amateurs du bon pain, des bons produits et on a voulu vendre, en fait, ce qui nous plaisait, aux pardon, aux investisseurs, aux Aux clients, consommateurs, oui. aux consommateurs et finalement, on n'a pas essayé de réinventer la roue. On n'est pas venu en se disant avec des certitudes: «Ouais, nous, on a fait des grandes écoles de commerce, on va réinventer la roue». Non, en fait, on s'est mis, finalement, dans les chaussons, d'un boulanger-pâtissier, et on avait, vraiment une envie de faire de la qualité, sur, des prix qui étaient raisonnables et puis on a trouvé notre clientèle de quartier finalement, et nous, notre ambition, ça a toujours été, et c'est encore chez Ernest et Valentin, de dire: «On veut être la meilleure boulangerie du quartier». C'est-à-dire que, voilà, il y a une grosse concurrence à chaque fois, il y a beaucoup d'artisans boulangers, de très bons artisans boulangers, mais on a envie que, d'un point de vue service et d'un point de vue qualité de produit, les clients qui habitent dans la zone de chalandise se disent: «Ça, c'est Ernest et Valentin, c'est mon boulanger». Alors moi, ce que j'aime bien dans ce parcours, c'est qu'en fait, est-ce que c'est pas l'école de la vie? Parce que finalement, la boulangerie, c'est quand même un métier de besogneux où tu as besoin de beaucoup de résilience. Tu te lèves aux aurores parce qu'il faut être levé à 3 heures, 4 heures du matin. C'est un métier aussi de centimier, c'est-à-dire que tu vas gagner quelques centimes de marge sur chaque baguette de pain que tu vends. Et finalement, on est un peu à l'antipode du modèle des startups qui lèvent beaucoup d'argent et qui se développent, où là, finalement, tu vas gagner de l'argent et tu vas faire de la marge sur la qualité et sur ta capacité, bah, finalement à durer, dans le temps. Heu, est-ce que tu confirmes tout ça? Tu vois, qu'est-ce que ça t'a appris concrètement? Bah, je confirme à 100 ce que tu viens de dire. En fait, pour moi, ça a été un vrai choc parce qu'effectivement, je connaissais pas de boulanger, dans mon entourage, donc j'avais pas réalisé à quel point c'était difficile, à quel point c'était des métiers, comme tu dis, de besogneux, où il fallait se lever très tôt, où on avait une charge de travail très importante, des horaires, à rallonge, le travail le samedi, dimanche et donc je me rappellerai toujours, quand j'ai démarré, mon premier stage en boulangerie, j'habitais à côté de Pigalle et j'allais travailler, le samedi matin, dans une boulangerie, qui était aux Abbesses et je me levais à 3 heures du matin pour arriver là-bas et je voyais en fait tous les gens de mon âge qui sortaient de boîte de nuit, que je croisais dans la rue et moi j'allais travailler et c'est vrai que ça a été un choc, hyper important parce qu'on arrive dans des conditions de travail qui sont difficiles. Alors c'est un très beau métier la boulangerie-pâtisserie, mais c'est vrai que c'est assez différent de, ce que mes amis faisaient où ils travaillaient dans des bureaux, confortables devant un ordinateur. Voilà et ça nous a appris la vie, ça nous a appris l'humilité aussi, Mmh. beaucoup, et toutes les certitudes qu'on peut avoir aussi quand on se lance, dans un nouveau projet, quand on sort d'école de commerce, bah, tout ça c'est remis à zéro et effectivement je trouve que c'est un très bon apprentissage avec des belles valeurs et on a voilà, enfin, ça a été une période, vraiment exceptionnelle. Alors si on avance, un peu parce que c'est passionnant, vous gagnez l'émission Meilleure boulangerie de France sur M6. Est-ce que c'est la consécration? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, il se passe, un énorme afflux, un pic de clients, dans nos boulangeries. À l'époque, on avait, 2 boulangeries, on venait d'ouvrir une deuxième boutique, c'était en 2015. Et effectivement, on est sélectionné dans cette émission dans laquelle on va assez loin avec mon frère. On remporte la région Île-de-France, donc c'est une émission qui est sur M6. On arrive 5e au national, donc vraiment à ce Ouais, moment-là, on incroyable. passe à la télé, les gens nous reconnaissent dans la rue, des gens se déplacent de très loin pour venir acheter nos produits, même de province, enfin c'est totalement dingue et effectivement voilà, on a capitalisé, bien évidemment sur cette notoriété qui est arrivée, suite à l'émission et ça a été une expérience incroyable. Et c'était quelle année? Parce que moi j'ai noté 2015, Ouais, c'est c'est ça? ça, 2015 2015, exactement. donc finalement, uniquement 3 ans après le lancement, ça Exactement, arrive très tôt. 2 ans et demi après le lancement, Ouais. on est déjà,
voilà, on passe dans cette émission, on venait d'ouvrir notre deuxième boulangerie, on était submergés de travail et puis ça vient aussi, renforcer les équipes, parce qu'effectivement, c'est stimulant de voir que la boulangerie dans laquelle on travaille, passe à la télé, il y a de la reconnaissance, donc c'était vraiment une période super, super sympa. Et donc 10 ans plus tard, tu revends, en tout cas toi tu revends tes parts. Ouais, Logan, ton frère, reste à la tête de exactement. Ernest et Valentin. Et alors déjà, explique-nous les raisons de la revente, tu vois, pourquoi tu décides à un moment donné de quitter cette première aventure entrepreneuriale. Et ensuite, je suis intéressé parce que tu vas faire un truc complètement à l'opposé. Tu vas monter un club d'investissement. Ouais. Déjà, tu vas investir une partie de ton argent dans des startups et aussi tu vas monter le Watch Investment Club, donc qui permet finalement d'investir des fractions dans des fractions de Rolex, Ouais, tout à fait, concrètement. tout à fait. Et donc déjà, pourquoi tu quittes Ernest et Valentin? Écoute, je quitte Ernest et Valentin, ça fait 7 ans, qu'on travaille d'arrache-pied. Au moment où je quitte l'entreprise, on a à peu près 150 salariés, donc ça devient une grosse machine. On a 7 boulangeries, on a un centre, de production également, un atelier de fabrication et donc voilà, on est sur quelque chose qui est devenu vraiment, vraiment important. Et puis je sais pas, j'ai une envie d'autre chose, moi j'ai l'impression que, j'aime entreprendre, j'aime, me lancer des nouveaux défis. J'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour, hein, même si, aujourd'hui, l'enseigne a continué de se développer, continue à se développer, avec, 15 boutiques. Mais c'est vrai que moi, j'avais eu l'impression d'avoir fait un petit peu le tour et donc bah, à ce moment-là, j'en fais part à mon frère et puis, bah, on décide que lui va continuer l'aventure tout seul. Et que, moi je vais partir sur, de nouveaux projets et à ce moment-là, quand je pars, je ne sais pas ce que je vais faire après. Je sais que je vais remonter une boîte, parce que, globalement j'ai ça en moi et que je me voyais pas, alors que j'avais jamais travaillé en entreprise, me mettre à travailler en entreprise à ce moment-là. Et effectivement, je lance plusieurs choses, plusieurs petits projets dans un premier temps, et je rentre notamment dans l'investissement private equity, au travers de startups, en tant que business angel, où là, je me mets à investir massivement, parce que passionné d'entrepreneuriat, pour moi, c'était la suite logique, en fait, de pouvoir accompagner les entrepreneurs qui lançaient leurs projets. Et puis ça me stimulait. Je suis quelqu'un de très curieux, donc ça me plaisait aussi finalement d'être en contact avec tous ces gens qui ont envie de changer le monde. Et donc c'est comme ça, en fait, que je me lance, que je mets un pied dans l'investissement, business angel. Ce qui me plaît beaucoup, et quelques mois plus tard, en fait, je crée ce club, parce que, voilà, j'aime beaucoup les montres et effectivement, on était dans une période où il y avait une très forte, progression de la valeur des montres et je trouvais que c'était un investissement qui pouvait être intéressant pour d'autres investisseurs, et donc j'ai créé effectivement ce watch club, dans lequel on achetait des pièces, un peu d'exception à plusieurs pour pouvoir les revendre, avec une, plus-value. Alors moi, je voulais revenir juste avant qu'on embraye là sur le Watch Investment Club, sur Ernest et Valentin. Donc c'est une boîte là aujourd'hui, vous avez 15 points de vente, quasiment 300 collaborateurs. Et en fait, il y a une sorte de mythe autour de la boulangerie. C'est un business où tu peux faire beaucoup de black, où tu peux sortir du cash. C'est un business où les mecs ils sont un peu YOLO, tu vois, un peu en freestyle. Et qu'est-ce qui, Qu'est-ce que tu en penses, toi, du business de la boulangerie? Est-ce que tu penses qu'un jeune qui veut se lancer peut encore avoir des opportunités ou ça devient très très dur, complètement verrouillé? Non, non, moi je pense qu'il y a encore plein d'opportunités dans la boulangerie. Alors c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel, hein, Oui. effectivement, mais c'est Et un marché. c'est quoi les marges? Tu gagnes beaucoup Non, de thunes? les marges sont élevées. Alors comme tu disais, c'est un métier de centimier, hein, parce qu'effectivement tu vends des produits à 1 €, 2 €, donc tu as un panier moyen qui est quand même très faible. Mais les marges brutes sont assez élevées, même si là les coûts des matières premières ont explosé, hein, le beurre, le lait, tout ça, ça a beaucoup, beaucoup pris depuis quelques années. Mais globalement, pour revenir sur, est-ce qu'on peut faire du black et cetera? Le sujet, c'est quand tu as pour ambition de créer, une enseigne, qui se développe, tu as besoin d'avoir des beaux bilans parce qu'en fait, tu fais pas de levée de fonds, c'est pas une start-up, tu as pas d'investisseurs qui t'accompagnent, c'est la banque. La banque, c'est ton partenaire et la banque, si tu lui présentes des bilans qui sont,
qui sont pas terribles, elle va pas te prêter et si elle te prête pas, bah, tu seras bloqué à une seule boulangerie, ce qui est très Ouais, bien. exactement. En fait, tout dépend de ta dynamique. Est-ce que tu es dans une dynamique entrepreneuriale? Moi, j'ai une anecdote qui est très marrante, d'amis de la famille, qui étaient boulangers, mais qui n'étaient pas du tout dans ta vision de construire, D'accord. tout un groupe, tu vois? Ils avaient 3 boulangeries, donc ce qui est déjà très, très bien. Des personnes qui avaient pas forcément fait d'études et qui s'étaient construits, toute leur vie et heu, en fait, tous les matins, ils se levaient à 3 heures, 4 heures du matin. Vraiment des besogneux très résilients et donc la femme, hein, du patron, heu elle, comme elle était frustrée de passer toute sa journée, derrière le comptoir, tu la voyais avec, toutes ses bagues en or, ses bracelets, parce que c'était sa seule façon d'exprimer qu'elle avait réussi dans la vie, Exactement. de Ouais, tout montrer à qu'elle fait. avait des bijoux un peu ostentatoires, et je trouvais ça, d'un côté beau parce qu'ils avaient l'impression de tout avoir, mais d'un côté, un peu navrant, tu vois? De se dire qu'en fait, sa seule manière de montrer qu'elle avait réussi dans la vie, c'était de montrer Non, non, mais donc il y avait un peu cet archétype du boulanger qui m'est resté, mais complètement, complètement et puis le monsieur, il s'était acheté une grosse c'est berline, exactement ça, ouais. parce que, voilà, quand il avait Bosser, ce jour de repos, bosser il était 90 heures par content. semaine, ouais. Exactement, exactement. Non, non, mais ce que tu me décris, je l'entends très bien. Après nous, on avait quand même pour vocation à développer, Ernest et Valentin et donc il a fallu rapidement qu'on puisse faire monter des gens en compétences, qu'on puisse recruter, des managers, pour, justement se sortir un petit peu de l'opérationnel, même si, c'est des métiers qui restent très opérationnels, hein. Encore aujourd'hui, mon frère, est très opérationnel, dans toutes ses activités au quotidien, parce que le métier le demande, hein, mais effectivement, si tu es pas en mesure de sortir du terrain, c'est difficile, de se développer, de faire un développement assez important. Et donc toi, tu revends, donc tu prends, tu gagnes un peu d'argent à ce Ouais, moment-là. Tu te retrouves à investir dans des sociétés, hein, donc ouais, le tout métier à fait. de business angels. Naturellement, tu vas te tourner vers quoi? Vers des sociétés plutôt digitales ou plutôt vers des choses que tu connais, de la boulangerie, de la restauration? Tu accompagnes quel type d'entreprise à ce moment-là? Alors, plutôt des entreprises digitales, effectivement, parce que, justement, je vois arriver des entrepreneurs qui se lancent dans la restauration, dans l'alimentaire, mais justement plein de certitudes. Voilà, c'est-à-dire, on va réinventer les choses, on va faire mieux que tout le monde et qui avaient pas forcément, je pense, notion de à quel point c'est des métiers difficiles, à quel point il fallait être résilient, pour durer dans le temps. Et donc clairement, je suis pas emballé par les projets que je vois. Il y a des idées intéressantes, mais je trouve que ça manque d'humilité, on va casser la baraque, mais en fait, ils se rendent pas compte que, au 1er, la première difficulté, ils vont quitter le navire, parce qu'ils auront pas justement cette résilience suffisante. Donc je suis plutôt sur des projets tech, start-up, français, early stage, tu vois? Plutôt début de l'aventure. Comment à ce moment-là, tu vois, toi, tu y connais pas grand-chose forcément, dans le digital ou dans les startups vu que c'est pas ton background Tout et à c'est fait. parce que comment tu te formes? Comment tu sais que c'est des bonnes opportunités, dans lesquelles, c'est toi-même qui te documente et qui essaye de faire tes analyses? Exactement, c'est moi-même. À ce moment-là, j'ai un peu plus de temps, hein, pour le faire parce que j'ai pas repris d'activité, tout de suite après et donc je commence à m'enregistrer sur, certaines plateformes justement qui proposent du deal flow, et donc je me mets à rencontrer les entrepreneurs, je discute avec eux. Après, tu le sais parce que toi aussi tu fais un petit peu d'investissement business angel, tu quand tu es au début de l'aventure, c'est très difficile, les business plans, ils veulent tout et rien dire. Tu peux, mettre ce que tu veux sur ton fichier Excel. Après c'est beaucoup un fit humain aussi, en tout cas, quand tu investis très tôt dans l'aventure de l'entreprise. Tu essaies de regarder le marché, tu essaies de regarder effectivement, s'il y a une tech derrière, ce que vaut la tech. Donc tu demandes à des personnes qui sont un peu plus dans le milieu, s'ils peuvent regarder, te donner, leurs sentiments. Mais après c'est surtout un fit humain, l'ambition qu'a l'entrepreneur, que tu vas juger. Ouais, bah, tu vois, pour parler de mon expérience, en tout cas, moi, je n'investis que dans des sociétés où je comprends vraiment, le métier, donc que ça soit lié à l'immobilier ou lié à la finance parce que c'est mes 2 domaines d'activité et ce qui me permet de me dire qu'il va y avoir aussi des ponts, qui vont être effectués avec Bricks.co. Je ne vais pas aller, investir, forcément dans une chaîne de restauration parce que ça a rien à voir avec mes activités actuelles et je ne vais pas pouvoir contribuer à créer de la valeur,
de par le fait que c'est pas via mes activités et en plus je ne sais pas, juger si ça va fonctionner, je considère que j'ai pas le temps Ah ouais, je comprends. d'aller analyser tout le marché. Donc en tout cas, c'est un conseil qu'on peut donner. Essayez d'investir dans des startups où vous comprenez bien le business et où vous-même, vous pouvez être consommateur du produit. Parce que ça, c'est en général la meilleure preuve que Tout à fait. le truc peut fonctionner. Donc si on avance un peu, alors là, tu montes un club finalement d'investissement dans les montres. Tu Ouais. te retrouves à fractionner des montres. Tu vas promettre dans ton club jusqu'à 20%, j'ai vu sur Ouais, Internet, de rentabilité sur complètement. certains modèles. Est-ce que finalement la rentabilité est au rendez-vous? Est-ce que c'est pas un investissement qui est super cyclique? Certains disent que c'est les montres quelque chose qui prend toujours de la valeur, mais à la condition de s'y connaître et d'acheter les bons modèles. Est-ce que tu peux nous en parler? Et finalement, est-ce qu'on n'est pas dans les a priori que j'avais sur le boulanger qui commence à investir dans des montres? Tu vois, qu'est-ce qui te Écoute, fait, sauter le pas là vers non, bah, l'investissement en montres? effectivement, l'investissement en montre, c'est assez cyclique, je te confirme. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase, de baisse assez importante, hein, que ce soit au niveau, des montres, sur le marché primaire ou sur le marché secondaire, d'accord? Et même des très grosses, marques, voient, leurs demandes, chuter, hein, ces dernières années. Donc il y a eu un peu une euphorie comme on a eu une euphorie, au niveau des valorisations des startups, qui a atteint un peu son pic en 2022. Les montres, ça a été un petit peu la même chose. Après, comme tu le dis, il y a certains modèles qui restent, des modèles iconiques, et dans lesquels ça reste des bons placements à long terme. Mais effectivement, il faut avoir une connaissance assez approfondie, notamment si, tu es sur le marché du vintage où en fait, chaque micro détail va avoir son importance et peut faire que la montre va valoir, du simple au double. Donc il faut, voilà, pouvoir s'appuyer aussi sur des experts, pour, avoir les bonnes informations, les bonnes expertises sur les montres, et s'assurer qu'il y a pas un loup, parce que sinon ça peut te coûter très cher. Tu collecté, vous avez investi combien là avec ce club Ah, on a d'investissement? investi quand même pas mal d'argent, au-delà du million d'euros. OK, Au-delà du million top. d'euros, ouais. Il est toujours, ouvert? Ouais, ouais, il est toujours ouvert, il est OK. toujours actif. Là, on a relancé récemment une nouvelle opération. Et tu les stockes où les montres, hein? C'est dans un coffre à la banque ou? Ouais, Ouais? exactement, ouais. Alors c'est dans un coffre. Non, c'est dans mon appartement. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, non, non, c'est stocké dans des coffres avec, des assureurs, pour assurer sur la valeur de la marchandise. OK. Et puis l'idée après, c'est de les revendre au travers de magasins. Il y a un ticket minimum? Le ticket minimum, il évolue. Là, sur la dernière opération, je crois que c'était 10 000 €. Mais sur les premières opérations qu'on a fait, c'était des tickets qui étaient plus accessibles. Je me souviens plus, je crois que c'était 1000, je crois qu'il y avait à partir de 1000 ou 5 000 €. OK. Et donc il y a une expertise au début qui est faite, par, Exactement, il y a une ouais. expertise et donc là, en ce moment, on rachète plutôt des lots de montres, de la marque Rolex, voilà, qui est une marque assez liquide aussi, et donc voilà, on achète pas mal de montres, notamment le modèle Daytona pour ceux qui connaissent, qui est un peu le modèle phare, chez Rolex. OK, donc si vous voulez investir dans des montres, ceci n'est Exactement. pas un Là, conseil, hein. là, en ce moment, on a terminé une collecte, mais il y en C'est aura c'est certainement d'autres. c'est quoi mon horizon de placement là quand Ah, j'achète? c'est des placements, nous, là, aujourd'hui, on est sur du placement à 12 mois. OK, ah oui, c'est Donc c'est heu, rapide. donc c'est assez rapide Donc vraiment effectivement. c'est des allers-retours? Exactement, c'est des allers-retours et donc là, on est sur des placements à 12 mois et on est sur des rentabilités, alors en fonction, voilà, on a eu jusqu'à 20% effectivement. Là, aujourd'hui, le marché est un peu plus compliqué, mais on est sur du, 11%. Et là aujourd'hui tu fais pas ça pour avoir une activité, rémunératrice, c'est Non, plus du non. kiff là? Ouais, exactement, Ouais. là, c'est plus du kiff, voilà, moi, j'ai passionné d'horlogerie aussi, donc c'est quelque chose que j'aime bien faire, que je faisais déjà moi, en fait, à titre perso et puis là, j'ai un petit peu ouvert avec, un cercle restreint d'investisseurs. OK, très cool. Avant de passer sur Fundora et que tu nous expliques, qu'est-ce que c'est le private equity et comment ça marche, moi j'ai envie de te poser, une dizaine de questions, les oui et non de l'investissement selon Bradley Lafond. Alors, tu investis dans plus de 25 startups, à date, j'ai pu voir. Selon toi, tu vois, quels sont les 3 critères qui font, qu'un projet te donne immédiatement envie d'investir? Alors, critère numéro un, moi, c'est la personne que j'ai en face de moi, clairement, parce que comme je te disais, j'investis, je dois faire des réponses courtes ou, Ouais, on va faire court parce qu'il y a 10 questions, il y a donc 10 questions, alors ouais, c'est vas-y, faire court. 3 critères. Alors, 1 critère, ouais, c'est le fit humain. Après, c'est, l'expérience, passée.
du fondateur, du ou des fondateurs. Et ensuite, c'est le secteur d'activité dans lequel il se place. Est-ce qu'il disrupte vraiment quelque chose? Est-ce qu'il y a vraiment, enfin voilà, est-ce qu'il y a un, on appelle un moat en dessous de l'entreprise? Et si tu as un red flag, Un red flag, ouais, une personne qui a beaucoup bougé avant, qui a fait plein de projets et qui les a qui va abandonnés vers jusqu'au bout. et qui va Ouais. pas jusqu'au bout. Et donc, manque de résilience et manque de Exactement, détermination. exactement. Imaginons qu'on te propose d'investir dans une startup qui vend des NFT de montres de luxe. Tu vas Ouais, ou tu vas pas? j'y vais pas. Pourquoi tu vas pas? Bah, en fait, le Web3, j'ai eu j'ai jamais bien compris. Alors moi, je fais pas du tout de crypto. J'ai fait plein d'investissements, mais la Et crypto, trop compliqué. j'ai du mal avec la création de valeur qu'il y a derrière, mais Si je te présente une boulangerie qui veut lever des fonds pour ouvrir 50 boutiques en physique, tu replonges dans la farine ou tu laisses passer le pain? je pense que je laisse passer. Ouais. Je laisse passer. Une startup fintech qui veut révolutionner la banque en supprimant les cartes bancaires physiques. Tu y crois et tu investis ou tu penses que c'est trop risqué? Je peux y croire et investir. OK. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Parce que, en fait, moi, je suis un grand fan de Revolut. Je trouve que ce qu'ils font, c'est absolument exceptionnel. Aujourd'hui, je suis plus client de banque traditionnelle, et en fait, je pense qu'il y a encore des choses dans lesquelles on peut innover, sur la banque et voilà, alors tu as des acteurs bien implantés comme Revolut, hein, qui vont continuer à innover, mais je pense qu'il y a encore de la place pour de nouveaux acteurs. Si en 2025, tu dois investir massivement dans un seul secteur, c'est lequel? Et s'il y en a un à éviter pour toi, c'est lequel? Bah, je vais pas être très, novateur là-dessus, je vais dire l'IA quand même parce qu'aujourd'hui c'est dans la vie de chacun et il y a un mouvement, qui est extrêmement impressionnant. Le secteur dans lequel, j'irai pas, bah, sera toujours le Web3 moi parce que Parce que tu comprends pas. je comprends pas. Ça, c'est un bon point. Si vous ne comprenez pas un secteur d'activité, n'y allez pas. Ouais, exactement. C'est, J'ai vous et ferez je l'ai l'école. fait une fois et je le regrette amèrement. Alors, si tu dois investir dans une startup qui veut démocratiser l'accès au casino en ligne, Ouais. tu dis oui ou c'est hors de question? Écoute, c'est assez drôle, ma femme a une société dans les casinos en ligne, C'est vrai? donc Donc tu connais? et dans lequel je suis investisseur. Ok, bon, Donc elle démocratise, oui, parce qu'en fait, je peux déposer un tout non, mais je savais pas, mais tu sais, il y a toujours un truc d'éthique. Est-ce que j'accepte ou pas ouais, certains business dans tout à lesquels fait. investir? Bah, en l'occurrence, moi, ma femme, elle est dans cette industrie depuis, une dizaine d'années et il y a 2 ans, je l'ai accompagnée quand elle a voulu, créer son entreprise avec son associé et j'ai investi massivement, dans cette société et je suis très content de l'avoir fait déjà pour avoir soutenu, heu, ce beau projet et puis parce que, bah, l'entreprise se développe super bien donc Je t'ai mis casino en ligne, tu vois, plutôt que porno. Je me suis dit, c'est porno, je dirais pas, non. Euh, Fundora pourrait-il proposer d'investir dans des œuvres d'art fractionnées, comme des tableaux de Picasso, par exemple, où tu trouves que le marché est trop instable? Alors nous, on le fera pas parce que c'est pas du tout, en fait, la classe d'actifs qu'on veut mettre en avant. Mais je sais qu'il y a, il y a des plateformes qui le font, notamment Matisse et c'est une très bonne classe d'actifs, hein, donc moi je trouve que leur offre est très intéressante. Après nous et on en parlera certainement un peu plus tard, mais c'est pas du tout, ce qu'on souhaite, proposer sur, Fundora. Est-ce que la restauration rapide, tu penses que c'est un secteur d'activité qui est encore porteur ou toi, tu n'y irais pas? Non, je pense que c'est encore très porteur. Je pense que c'est encore très porteur, il y a plein de choses à faire. Je mets juste un bémol, c'est que c'est des métiers qui sont très, très durs, et donc faut que les entrepreneurs qui souhaitent, s'attaquer à ce marché de la restauration rapide ou de la restauration en général aient conscience de ça avant de se lancer. C'est que c'est un métier très difficile, mais c'est un métier dans lequel il y a des opportunités hyper intéressantes, sur lequel il y a de la création de valeur qui se fait dans le temps, notamment par, on va mettre un lien avec, l'immobilier, mais notamment sur la capitalisation des fonds de commerce, Mmh. qui ont de la valeur et plus tu développes ton fonds de commerce et plus ton fonds de commerce prend de la valeur et donc plus potentiellement tu as un enrichissement personnel. Alors, si on parle de secteur futuriste, est-ce que tu es plutôt investir dans une startup qui veut mettre des humains sur Mars ou investir dans une boîte qui crée de la viande cultivée en laboratoire?
Je dirais, je peux répondre ni l'un ni l'autre? Vas-y, t'as une idée de secteur futuriste dans lesquels, tu ferais all-in, là? Non, bah, là, les robots humanoïdes, je trouve ça hyper intéressant. Là, dans Fundora, on a un fonds, qui a investi heu, dans Human AI, dans Figure AI, pardon, et effectivement, tu vois les progrès, et tu vois ce que ces robots sont capables de faire dotés d'intelligence artificielle, c'est assez impressionnant. C'est les films, que tu regardais quand tu étais petit, et aujourd'hui ça devient un peu réalité, donc c'est vrai que c'est assez excitant. Est-ce qu'en France, on ne manque pas d'entrepreneurs un peu visionnaires comme ça qui ne travaillent pas juste sur une innovation, tu sais, incrémentale, donc de faire un peu mieux de ce ce qui existe aujourd'hui? Oui, je trouve qu'on n'a pas beaucoup d'innovations de rupture comme ça, Ouais. des entrepreneurs à la Elon Musk qui se disent, radicalement: «Je vais changer les choses. Je vais me dire que, on va pouvoir aller sur Mars et je vais faire all-in, là-dessus ou, je vais tout électrifier». Tu Bah, je suis totalement d'accord avec toi, et d'ailleurs, c'est marrant parce que là, j'ai annoncé il y a 2 jours que j'avais rejoint un projet, qui me tient à cœur, qui s'appelle, Project Europe, qui est un fonds d'investissement qui a été lancé, doté de 10 millions d'euros, et qui est accompagné par, 150 entrepreneurs européens pour to make Europe great again. Donc en fait, aujourd'hui, il y a ce petit son de cloche que tu entends, qui est que, bah, les États-Unis, ont énormément d'innovations de rupture, que, tous les entrepreneurs veulent aller aux États-Unis, tous les investisseurs veulent investir aux États-Unis, et on voit que l'Europe est un peu en déclin. Et justement, donc Harry Stebbings, qui est un VC, un entrepreneur en venture capital, qui a lancé ce projet. Il a réuni, 150 super investisseurs, autour de ce projet, et l'idée, c'est d'investir, justement dans des jeunes porteurs de projets, donc des gens qui ont la petite vingtaine, qui veulent disrupter les marchés, qui veulent innover avec des technologies de rupture, et on va venir accompagner, financer tous ces investisseurs, et ça a été un succès exceptionnel puisque, là, le 1er jour du lancement, il y a eu 600 000 visites sur le site internet. Il y a eu plus de 1000 porteurs de projets qui ont déposé leur dossier, et voilà, il y a eu vraiment énormément d'articles, et je trouve ça hyper intéressant, et on a besoin de ça. On a besoin d'avoir, justement des fonds d'investissement, des investisseurs qui prennent des risques en Europe, et qui se disent que non, la partie, elle est pas perdue par rapport aux États-Unis, et que nous aussi, on est capable, on a des bons ingénieurs, on a des bons techs, de créer des produits de rupture. Oui, bon, on va pas polémiquer là-dessus, mais moi, j'ai vraiment l'impression que l'envie et les initiatives sont bien présentes. C'est après le cadre législatif qui te met beaucoup de barrières et beaucoup de freins et qui t'oblige, d'une certaine façon, à te dire: «Une fois que j'ai créé, bah, en fait, l'herbe était peut-être plus verte à côté et peut-être que j'irai plus vite parce qu'on m'encouragera». Et c'est un peu la difficulté, c'est que ce type d'initiative et des entrepreneurs qui sont brillants, ça, je doute pas qu'il y en ait des milliers, voire des millions, en Europe. Le cadre, régulatoire européen, par contre, ne t'encourage pas à créer des belles boîtes. Je suis d'accord. Et donc Là-dessus. tu sais pas par quel bout le prendre, en fait. Est-ce que c'est il faut l'étincelle du début, qui fait qu'il y a une sorte de révolution par le bas, par les entrepreneurs qui s'opèrent? Heu, voilà, je c'est ou alors ça doit venir des régulations qui doivent être bien plus simples. C'est compliqué, Non, non, mais tout à fait. C'est vrai que la régulation en Europe, elle est pas simple, hein, et puis tu opères, et moi aussi maintenant, dans un secteur qui est extrêmement régulé. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est assez difficile en Europe quand tu le compares par rapport à ce que tu peux voir, aux États-Unis ou dans d'autres régions. Maintenant, voilà, il faut faire avec, il faut qu'on se batte, avec ce qu'on a, en Europe. Mais je continue à penser aussi que, le mindset, aux États-Unis, ils poussent beaucoup plus à, la création d'entreprises, à prendre des risques, et que, en Europe, on a encore un peu cette réticence, et je trouve que justement des projets comme Project Europe, bah, vont donner confiance aussi à des investisseurs, à des entrepreneurs de se lancer. allez, dernière question, Bradley, quel est l'investissement le plus bizarre qu'on t'ait proposé? Et est-ce que tu as accepté ou refusé? Alors, c'est pas l'investissement le plus enfin, c'est à l'époque, on m'avait proposé, de reprendre un sex shop, rue Saint-Denis, OK. pour le transformer en boulangerie, parce qu'il y avait une extraction et qu'on pouvait en faire une boulangerie, et donc on m'avait proposé cette opportunité-là parce qu'il y avait un boulanger qui doit te laisser installer. Non, c'était pas une MNN. Il y avait un boulanger qui s'était mis d'accord avec le vendeur du sex shop, et finalement, c'était pas allé au bout, et donc un marchand immobilier était venu me voir en me disant,
Là, il y a ce sex shop qui est à vendre, ils ont une extraction, dans le bail, tu peux faire une boulangerie, donc j'étais allé visiter, donc c'était assez marrant de faire la visite d'un sex shop pour le transformer en boulangerie. Finalement, ça s'était pas fait, mais voilà, j'ai ça qui me vient en tête. OK. Heu, Là, sur tes investissements que tu as fait, il y a déjà eu des sorties ou il y a déjà eu Ouais, des fails? ouais, tout à fait. Alors j'ai déjà eu et des fails et des sorties, OK. Donc donc tu as déjà perdu, tout ton argent sur certaines boîtes exactement. et c'est quoi les multiples, le plus gros multiple que tu as Alors réalisé? là, le plus gros multiple que j'ai réalisé, il est à 6 fois la mise. OK. Donc c'était En combien un de temps? bon retour en 4 ans et demi. OK. Ouais, c'est bien, ouais. Heu, Heu Boîte et Eric. voilà et sur, le fail, j'ai eu un fail, d'une boîte qui a fermé. Donc là, bah, c'est 0 pointé, hein. Et pour le reste, j'ai beaucoup de sociétés là, qui vont, normalement donner un peu de liquidité sur les prochains mois. Après ça fera partie, je pense, des sujets, qu'on abordera, mais justement l'investissement en tant que business angel et notamment en France, est pas évident. Je pense qu'effectivement les performances sont pas mirobolantes parce que Non, mais tu au as un sujet au niveau des exits et au niveau de la liquidité. Aujourd'hui en France, il y a des exits qui se font, mmh, mais c'est plutôt sur les entreprises matures, dans le domaine du private equity, mais on va dire, sur des sociétés, industrielles, voilà, des rachats, des fusions entre entreprises. Mais sur la tech, il y a assez peu d'exits ou en tout cas assez peu d'exits à des montants significatifs. c'est ça, oui, Heu les multiples te permettent pas forcément de revenir sur tes pertes. Exactement Mmh. et en fait, on entend parfois, telle entreprise a été cédée, mais on a rarement les détails sur, pour combien elle a été cédée et surtout, est-ce qu'elle a été cédée au prix du dernier tour ou 80 moins cher? Et malheureusement, moi, le petit son de cloche que j'entends, c'est que c'est quand même souvent des rachats à la casse, qui font que, bah, on affiche un exit, donc c'est très bien, hein, c'est super sur les réseaux sociaux, ça permet de parader, mais savoir si les investisseurs ont gagné de l'argent dessus, je suis pas sûr. On va avancer sur Fundora, Ouais, donc on va parler de tout ça. Alors déjà, en introduction, il faut dire que, moi, je suis investisseur de Fundora, donc tout c'est à la fait. raison pour laquelle on se connaît. Vous m'avez contacté, sur l'été 2024 en me disant: «Est-ce Exact. que tu peux nous aider, d'un point de vue juridique?» parce que tu es passé un peu par les mêmes complexités, Ouais, que celles par lesquelles on va passer, donc je vous ai accompagné là-dessus. Donc je suis en même temps, actionnaire de la société, très minoritaire, mais actionnaire de la société et je suis aussi au board, donc c'est-à-dire que le board, c'est, le conseil d'administration, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc, aider les entrepreneurs qui montent des boîtes, à prendre les meilleures décisions. Donc on est plusieurs justement à vous conseiller, exact. à vous accompagner. Et Fundora, c'est une boîte qui fait de l'investissement. Donc, si à un moment donné, vous devez créer un compte, sur Fundora, hein, tout comme, sur Brix, ne mettez pas tout votre argent dessus. Ça comporte des risques. Vous pouvez, tout perdre, pour le coup. Donc il faut y aller de manière prudente et toujours de la même façon diversifier, donc sur différentes plateformes et également sur différents projets, même au travers de la plateforme Fundora. Une fois qu'on a dit ça, alors Fundora, c'est du, private equity. Alors, personne ne sait ce que c'est du private Ouais, equity, d'accord. donc il va falloir vraiment expliquer, vulgariser nos propos et et c'est intéressant parce qu'on va pouvoir investir, dans des sociétés avec des tout petits tickets. Mais là, on voit beaucoup, l'émission «Qui veut être mon associé?» Ouais, sur M6, c'est l'investissement ça. dans les startups. Alors on oublie ça, Ouais, c'est pas du tout c'est ça. pas du tout ça. De moi, ce que je comprends et ce que je peux expliquer, mais tu vas nous détailler tout ça. Il y a différents stades d'évolution dans une société qui se développe. Il y a au début, quand on cherche son modèle économique, quand on vient de démarrer, qu'on veut aller chercher, ses premiers clients et donc là, l'entreprise va avoir besoin d'argent. C'est ce qu'on appelle le venture capital, donc c'est du capital pour une aventure, Mmh, comme ça se dit en anglais, et donc la boîte est à risque à ce moment-là, à risque important parce que finalement, elle a tout à créer, tout à prouver. Mais finalement, c'est aussi à ce moment-là qu'on peut faire le plus de valeur si la boîte se développe bien. tout à fait. Donc c'est toutes les jeunes startups qu'on voit passer à la télé, et pour lesquelles, bah, finalement, il y a pas mal de plateformes dans lesquelles on peut, s'inscrire et investir dans des projets. Et plus la boîte avance, moins elle est risquée parce qu'elle a prouvé qu'elle fonctionnait, elle a prouvé que son modèle économique était viable et donc elle a forcément besoin de plus d'argent pour se développer à travers, le monde et partir sur de l'internationalisation et comme il y a plus d'argent, elle va s'orienter naturellement vers des fonds d'investissement qui sont professionnels et dont c'est le métier d'analyser des startups.
C'est souvent des boîtes qui sont déjà rentables, donc elles ont atteint un niveau de rentabilité. Et donc là, on va parler de private equity, donc ces fonds d'investissement qui investissent dans ces sociétés. Et comme on parle de montants plus importants, c'est pas réservé aux particuliers. Donc moi, c'est impossible pour moi Tout à fait. d'investir dans ce type d'entreprises qui sont souvent avant une introduction boursière. Tout à fait. On Et reviendra dessus aussi. et donc, c'est dommage parce que je me retrouve avec des sociétés, qui sont moins risquées et où j'ai quand même une certaine rémunération du risque qui est intéressante. Mais pourtant, je ne peux pas investir. Et donc, vous, typiquement, vous vous dites, on va mutualiser des sommes d'argent importantes pour pouvoir investir dans ces deals, ce qui n'était pas permis aujourd'hui. Donc moi, ça me parle beaucoup parce que c'est exactement ce qu'on fait avec Brix.co sur de l'immobilier, hein. Ça a été de dire, les meilleures opportunités, c'est souvent des opportunités à plusieurs millions d'euros parce que bah, finalement, il y a moins de personnes qui peuvent y accéder. Sauf que le simple particulier n'a pas forcément cette somme d'argent-là pour investir dans ces deals. Et donc, on va se réunir à plusieurs, réunir 2 millions, 3 millions et investir dans ces biens immobiliers. Et donc, vous, c'est ce que vous faites sur les entreprises. Euh, Comment, déjà, comment tu vois l'idée de Fundora vous est venue? Est-ce qu'il y a un lien avec la boulangerie ou en tout cas avec tes Ouais. expériences passées? Quelle est la mission de la startup? OK. Bah, écoute, je suis très, très content là de pouvoir, pouvoir partager un peu plus sur Fundora. Effectivement, moi, comment ça m'est venu? Donc comme je te disais, j'ai investi énormément en tant que business angel, et donc j'ai vu aussi un petit peu les contraintes, que tu as dans l'investissement business angel, un accès à un deal flow. Est-ce que C'est finalement, c'est quoi un deal flow? le deal flow, en fait, c'est, deal, c'est les opportunités, en Les fait. offres Ouais, d'opportunités que vous les pouvez offres, envoyer. exactement. Et donc, comme tu le disais, il y a énormément de plateformes aujourd'hui qui existent et qui te permettent pardon, d'avoir accès à, telle ou telle opportunité en fonction du secteur et sous Oui, typiquement, moi, je viens d'hériter, j'ai 200 000 euros. On ne me connaît pas, donc on va pas m'envoyer les exactement, opportunités d'investissement dans des sociétés. voilà. Donc, je m'inscris sur une plateforme qui me donne accès à des opportunités qui sont centralisées, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, si tu veux, le mécanisme de ces plateformes, c'est justement, d'aller chercher plusieurs centaines de milliers d'euros, pour soutenir, le développement d'une entreprise. Mais toutes ces plateformes, en fait, aujourd'hui, se concentrent sur l'investissement, ce qu'on appelle early stage, donc VC, au tout début de l'aventure de l'entreprise. Généralement, la société vient juste d'être créée. Elle a, un business plan, elle a, un modèle économique, mais on ne sait pas si ce modèle économique va être validé, dans la pratique. Elle a, voilà, peut-être une ou 2 personnes qui travaillent sur le projet et donc finalement, le risque est très important en rentrant à ce niveau-là. Parce que, comme tu le disais, tu peux faire un multiple, très élevé, mais tu peux aussi, tout perdre et ce qu'on sait moins, c'est que finalement, à horizon de 3 ans, il y a quand même une très grosse majorité des sociétés, qui, n'existent plus et donc les investisseurs qui ont investi au démarrage de l'aventure, perdent leur mise et 100 de leur mise. Et là, j'ai vu, il y a un cas concret, là, tu vois, d'une boîte qui est passée justement sur Qui veut être mon Ouais. associé. Bob, qui fait des, Oui, les qui lave-vaisselle? fait des lave-vaisselle, Ouais, qui effectivement a levé 10 millions d'euros. C'est une super innovation sur le papier. Finalement, la boîte vient d'être mise en redressement judiciaire. d'accord. Donc effectivement, il y avait un risque pour les investisseurs qui ont mis des billes dans l'aventure. Tout à fait. Bon après, ça fait partie, effectivement de l'aventure, hein, de Business Angel. J'en connais pas, autour de moi qui ont jamais perdu d'argent, ou alors vraiment ils ont eu le nez creux. Mais donc effectivement aujourd'hui, après avoir investi pendant 4 5 ans, en tant que Business Angel massivement, j'ai vu qu'il y avait plusieurs sujets. Il y a un sujet sur, la liquidité. Il y avait un sujet aussi sur, la géographie de mes investissements. Moi aujourd'hui, je suis français, j'ai un deal flow qui est français. Et comme je te le disais tout à l'heure, finalement, il y a assez peu d'exits en France dans la tech. Donc, on investit, on est sur un terrain de jeu, mais finalement, est-ce qu'on a vraiment la possibilité de gagner, de l'argent, tu vois, en accompagnant ces entrepreneurs? Et finalement, on voit, comme je te le disais, des exits dans la presse, mais c'est souvent des exits qui ont été faits un peu à la casse, sur des niveaux de valorisation où, finalement l'investisseur il s'y retrouve pas. Donc à ce moment-là, je me dis: «Bon, moi, je suis quand même passionné d'entrepreneuriat. Moi, j'ai envie d'investir dans l'économie réelle.
Le marché boursier, ça me parle moins. Donc finalement, est-ce qu'il y a pas d'autres moyens d'investir dans des sociétés un peu plus matures? Et c'est à ce moment-là que je me confronte au problème en me disant: «Mais, je commence à prendre contact avec quelques fonds de private equity, dont on m'avait vanté, les performances et puis en fait, ben, je me rends compte que, pour ceux qui me répondent, ils me disent: «Oui mais monsieur, le ticket d'entrée chez nous, c'est 2 millions. Et donc du coup, je me dis: «Bah, c'est problématique parce que moi, j'aimerais bien investir chez vous, mais j'ai pas 2 millions. Alors comment je fais?» «Ah bah, vous pouvez pas. Vous pouvez pas parce que, nous, nos fonds et c'est des fonds qui sont réservés à des professionnels de l'investissement ou à des institutionnels et donc là, je me dis: «Mais je comprends pas, en fait. Je peux investir dans une société, une start-up, en quelques clics, sur lequel j'ai un risque de perte en capital qui est assez important, mais je peux pas investir dans un fonds qui a 30 ans d'existence, qui a déjà levé, 10 véhicules d'investissement, 10 fonds d'investissement et qui a un track record, un bon track record. Pourquoi?» Et donc donc je commence à me renseigner un petit peu et je me dis: «Il y a certainement quelque chose à faire à ce niveau-là». Mais c'est qui ces fonds? On les connaît nous ou c'est Non, quoi? c'est des fonds que tu connais pas, C'est BlackRock, c'est tout cela? ouais, alors aujourd'hui BlackRock, effectivement, qui est un des plus gros gestionnaires de fonds au monde, non, moi c'était des sociétés de gestion, en l'occurrence françaises, mais que tu connais pas. Mais en fait, comme mon frère avait un historique dans le private equity, en gros, je lui ai demandé, il m'a mis en contact avec ses copains qui étaient C'est quoi? C'est Ardian, tout ce ouais, voilà, exactement, c'est des Radian, c'est, des Montefiore, c'est, ce genre de fonds. Mais si tu veux, ce qui est important, c'est qu'eux, aujourd'hui, heu quand tu rentres dans le monde des fonds de private equity, c'est un monde qui est très opaque. C'est-à-dire, c'est un monde, où en fait, eux, ils vont pas communiquer auprès du grand public puisque c'est pas leur cible. Donc, ça eux, leur cible, c'est d'aller, convaincre, des compagnies d'assurance, des institutionnels, des banques, d'investir, pour, financer, leurs investissements. Donc clairement, Bradley Lafond, ça les intéressait pas du tout, et les autres Bradley Lafond, ça les intéressait pas. Moi, je trouvais qu'il y avait, certainement quelque chose à faire et c'est pour ça que, rapidement, je me suis dit: «Il faut changer ça, il faut disrupter ce marché». Il y a pas de raison. Le private equity, c'est une classe d'actifs qui, génère des performances, très intéressantes, et qui surperforme, plein d'autres classes d'actifs, hein, puisque, si on prend le rapport, France Invest de l'année dernière, la moyenne du TRI des fonds de private equity, en France, c'est 14,2. Attends là, tu nous as perdu. Ouais, je t'ai Direct, perdu. trop de mots compliqués. Ouais, excuse-moi, Ouais, excuse-moi. TRI, track record, France Alors Invest. Donc, de ce que je comprends, c'est des sociétés, qui vont chercher de l'argent auprès d'assureurs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ouais, que l'assureur, quand je paye moi une souscription à mon assurance, à un moment donné, l'argent, il va le payer parce qu'il va sûrement, de manière mutualisée, arriver un risque à un des assurés. Sauf qu'en attendant qu'il arrive un risque, lui, il le place cet argent. exactement. Son objectif, et c'est vraiment la raison, la façon dont les assureurs gagnent de l'argent, c'est de placer cet argent pour qu'il génère des intérêts. Et donc, ce que tu m'expliques, c'est que ces gros fonds d'investissement, ils en ont rien à faire des particuliers. Ils vont voir des gros institutionnels, donc des assureurs, qui Exactement. mettent beaucoup d'argent, souvent en centaines de millions, voire en Exactement. milliards, qui vont investir dans soit des boîtes qui sont cotées en bourse, soit des boîtes qui vont bientôt se coter en bourse où il y a peu de risques. Et donc Exactement. là, ce que tu es en train de me dire, c'est que personne ne voulait te recevoir et personne ne voulait accepter ton investissement, même si tu avais plus d'argent que la moyenne des auditeurs en tout cas. Ouais. Là-dessus, si on regarde sur par exemple, les 30 dernières années, en général, il y a une rentabilité qui est de l'ordre de 14-15% à l'année. Voilà, exactement. Ok. Mais il y a jamais eu de gain, tu vois? Parce que c'est quand même un investissement, c'est Tout c'est à pas fait. c'est pas sans risque si tu fais du 15% à l'année. Donc il y a bien des fois de la casse, enfin, comment ça Exactement. fonctionne ça? Alors, comment ça fonctionne? Donc là, on parle de la moyenne, d'accord? Et en fait, dans le milieu des fonds, ils se classent par quartile. Donc tu as le premier quartile qui va être le top 25. Ensuite, tu as, le deuxième quartile qui va être le Top top 50. 50. Ouais, Ensuite, le troisième quartile et le quatrième quartile. Dans le private equity, le quatrième quartile perd de l'argent, d'accord? OK. Maintenant, ce qu'il faut que tu Tu comprennes, veux pas aller c'est dans ces fonds. tu veux pas aller dans ces fonds parce que historiquement, c'est des fonds.
qui ont soit rendu des performances, on va dire, moyennes OK. par rapport au risque d'illiquidité que ça représente d'investir dans un fonds de société non cotée, ou alors qui carrément ont perdu de l'argent. Donc tu préfères plutôt les éviter. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand tu investis en tant que business angel, tu vas investir dans un projet, d'accord? Et aujourd'hui, la recommandation que je ferais de toute façon, c'est de ne pas se lancer en tant que business angel si vous n'êtes pas prêt à investir dans au moins 10 sociétés, d'accord? Donc si vous dites: «Moi, N'investissez pas en j'ai direct. 5 Ouais. 000 €, je vais mettre dans cette société-là parce que je suis sûr que ça va cartonner». Ouais, Bah, si la société, elle cartonne pas, autant jouer au tu vas casino, en fait. voilà, exactement. C'est vous voir. Exactement. Donc il faut être prêt à faire plusieurs investissements. Et moi, je recommanderais 10 investissements à minima pour que justement on ait quelques sociétés qui génèrent des rendements importants et qui permettent de combler les pertes. Maintenant, un fonds d'investissement, c'est quoi? C'est un véhicule, d'accord, qui est géré par une équipe de gestion. Un véhicule, les gens, ils savent pas ce que c'est. Donc c'est une société. Ouais, c'est une société Ouais. qui est gérée par des équipes de gestion, d'accord, qui sont des experts dans leur domaine. Et ces équipes de gestion, ils vont analyser plein de sociétés, Mmh. d'accord, en fonction du secteur, de la géographie. Et, et si tu veux, tu as une diversification qui est naturelle quand tu investis dans un fonds. Parce que le fonds, lui, il va pas investir dans une société, il va investir dans 10, 15, 20 sociétés. D'accord? OK. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, il y a une ou deux sociétés qui se portent un petit peu moins bien, ça ne veut pas dire que le fonds fera une mauvaise performance. Ça veut dire que, effectivement, si le reste du portefeuille se porte bien et qu'il y a un, deux ou trois très gros gagnants au sein de ce portefeuille, bah là, tu vas te retrouver à avoir une rentabilité qui va être vraiment intéressante. Et l'autre point qui est hyper intéressant aussi dans l'investissement en fonds de private equity, c'est que la période d'investissement, c'est-à-dire la période pendant laquelle la société qui gère va réaliser ses investissements, elle se fait sur une période généralement qui est entre 3 et 5 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bah, tu sais, le prix des actifs, le prix des sociétés que tu veux racheter fluctue. Mmh. Peut-être que cette année, on est sur un multiple de 10 fois les bénéfices, peut-être que l'année prochaine, ça sera plus que 9 fois. Et donc, le fait d'acheter comme ça sur plusieurs années, ça fait du DCS, qu'on appelle Dollar Cost Average. Et donc, ça permet d'acheter à différents points d'entrée. Ouais, tu viens D'accord? lisser ton prix d'entrée. Exactement. Tu viens lisser ton prix d'entrée et à la sortie, quand tu commences à désinvestir, donc à revendre les sociétés que tu as en portefeuille, bah là, c'est la même chose. Tu vas les revendre sur 5 ans, 6 ans. Et donc, bah, il y en a que tu vas revendre quand le marché est en euphorie et donc tu vas revendre très cher. Puis l'année prochaine, effectivement, le marché se calme un petit peu, tu vas les revendre un petit peu moins cher. Et donc, tu vas réussir aussi à moyenner ton prix de revente global sur les sociétés de ton portefeuille. Et donc, ça te permet, contrairement au marché coté, donc à la bourse, hein, que je pense les gens sont un peu plus familiers avec cet univers de marché coté, sur lequel tu as une volatilité qui est hyper importante. Tu vois, une annonce de Trump demain, le Nasdaq perd 4%, tes actifs peuvent perdre. Oui, je comprends bien. Toi, tu viens lisser le prix d'entrée, mais ça veut dire que alors déjà, t j'imagine que tu choisis, les fonds d'investissement, dans le premier quartile, Exactement, voire le deuxième quartile, mais que tu ne vas pas en dessous des 50. exactement. Heu, Alors en je viens l'occurrence, nous c'est que le c'est premier OK, quartile. premier quartile. C'est quoi le ticket d'entrée, toi, quand tu t'engages avec un fonds d'investissement? C'est quoi? C'est 100 000, c'est 2 millions. On Non, parle de quel chiffre? ouais, c'est plutôt pour les plus bas, on va dire que c'est aux alentours de 500 000 euros. OK. Ah oui. Voilà. Ah oui, donc c'est Et pas du pour tout les plus accessible au gros commun et pour les des plus gros, c'est 5 millions. d'accord, il y a des fonds d'investissement, si tu as pas 5 millions Ouais. d'euros à investir, ils te disent, Non. «Dégage». Et tu as même des fonds, si tu as pas 50 millions, ils te disent: «Dégage». Mais non, mais c'est Si. qui ces fonds? Bah, c'est les fonds que tu as cités tout à l'heure, des BlackRock, BlackRock, si des tu as pas 50 millions à investir, tu sais, c'est pas leur, c'est pas leur game, ils t'offrent le café, là, j'espère, quand ils te reçoivent. Ils te répondent même pas en fait, je crois. Je crois que quand tu les appelles BlackRock et que tu leur dis: «Bonjour, je suis Cédric O'Neill, moi je veux mettre, 50 millions. 50 000». Non, 50 millions ils vont te répondre. Ah, OK. 50 millions ils vont te répondre. Je les ai pas encore Si faits. tu leur dis, 10 millions, tu as peut-être, une personne de chez eux qui va te rappeler, Le stagiaire. mais qui te dira: «Non, c'est quand même compliqué là. Vous êtes sûr que vous pouvez pas augmenter le ticket là parce que» non, non, faut savoir que c'est des fonds qui lèvent, Ça, c'est un autre monde. Ouais. BlackRock,
chaque fonds, il aide entre 5 et 20 milliards. Mais tu mets chez BlackRock, il est où ton risque? Parce que c'est tellement diversifié. Alors, justement, c'est très diversifié. Il y a aussi un truc qu'il faut comprendre, c'est que plus le fonds est gros, d'accord? Plus les performances vont être Moindre, finalement. Parce que finalement, c'est exactement tellement moindres. diversifié que Exactement, c'est très c'est diversifié et puis aussi tu parce toujours que des effets de frottement, de par cette gestion. exactement, quand tu dois investir 5 milliards, c'est plus difficile de rendre de la performance que quand tu investis 200 millions, d'accord? Et donc aujourd'hui, historiquement, les sociétés de gestion, plus elles deviennent grosses, OK, plus les performances se dégradent. Après, ça reste C'est des quoi la très bonnes taille alors performances. des sociétés dans lesquelles il faut investir, tu vois, pour se Bah, dire, j'ai le meilleur ratio finalement diversification de mon risque, avec de la performance parce que finalement je me retrouve pas avec un truc qui est devenu trop gros, pour pouvoir, avancer de manière, agile. alors écoute, moi je te dis, nous chez Fundora, on essaye de sélectionner vraiment des fonds, qui sont sur des tailles entre, allez, 100 millions et 1 milliard. D'accord? Ça, c'est vraiment par levée, sur la société, entre 100 millions et 1 milliard. Oui, 100 millions, ça paraît même petit Ouais, finalement, par rapport à exactement. cette taille de boîte. Exactement, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le business model d'un fonds, il repose sur deux critères. Le premier critère, c'est les frais de gestion qu'ils vont prendre chaque année, d'accord? C'est de façon assez traditionnelle 2 par an qui sont pris sur les montants qui sont gérés. Donc sur les admettons, je prends l'exemple d'un fonds qui lève 100 millions, sur les 100 millions, il y a 2, c'est-à-dire 2 millions Ouais, qui c'est la vont être pris rémunération des gestionnaires. exactement. Donc sur 10 ans, ça fait 20 millions. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 80 millions qui vont être investis dans des sociétés. D'accord? Et ensuite, il y a un deuxième critère qui rentre en compte. Les auditeurs seront pas familiers avec ce terme, mais je vais l'expliquer, c'est le carré d'interest. Le carré d'interest, c'est quoi? C'est la commission de surperformance. OK? C'est finalement sur la plus-value que le fonds va générer, ils vont venir capter une partie de cette plus-value et généralement, cette partie qui capte, c'est 20. D'accord? Sauf que dans les très bons fonds, d'accord, les fonds du premier Mmh. quartile, ils vont te dire: «Nous, on met une barrière». C'est-à-dire que si on t'a pas rendu un certain multiple ou un certain, rendement, on prend zéro. Le carry d'interest, c'est un alignement entre le manager et l'investisseur, c'est-à-dire que moi, je me rémunère en grosse partie qu'à la condition que j'ai généré de la performance et que je t'ai renvoyé de la rentabilité. Et donc, les gros fonds d'investissement, effectivement, ils vont dire qu'à minima, moi, je te garantis que les 10 premiers pourcents de rentabilité, ils sont pour toi. Et tout ce qu'il y a au-dessus de 10%, grosso modo, on les partage. Et après, on fait un Exactement, alors à hauteur 80-20. Voilà. exactement, 20 pour le manager, le gérant et 80 pour l'investisseur. Et d'ailleurs, bon, ben, les fonds d'investissement qui appliquent pas ce minimum, ou c'est un très mauvais deal pour toi parce que s'ils commencent à prendre de la performance et ils t'ont généré que 3% de rentabilité, C'est très c'est mauvais. très mauvais. Il faut fuir. C'est Ça, très, ça très veut dire mauvais. qu'il n'est pas confiant dans sa capacité à te rendre des Exactement. rentas intéressantes. Bon, et au-delà de ça, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'en plus, le fonds d'investissement, il va investir dans des boîtes qui souvent sont très avancées, comme je le disais, et qui sont rentables. Donc lui-même met de l'effet de levier. Donc il va potentiellement racheter une entreprise en mode LBO. Donc là, on rentre aussi dans des complexités. Mais une entreprise On qui peut est l'expliquer simplement en faisant un parallèle avec c'est l'immobilier. c'est comme de l'immobilier, c'est que l'immobilier, tu achètes de l'immobilier quand c'est loué, c'est les loyers qui rentabilisent la dette en fait, hein. Tu vas mettre de la dette et les loyers payent la dette parce que toi tu vas récupérer ça. Bon, bah, une entreprise rentable, c'est la même chose, elle fait des bénéfices tous les ans et tu vas mettre de la dette en grande partie pour acheter l'entreprise et c'est les bénéfices liés à l'entreprise qui remboursent la dette, ce qui Exactement. permet de n'engager qu'une partie des fonds propres. Par exemple, ce qui fait que la boîte qui lève 100 millions, potentiellement, elle va réussir à acheter pour 500 millions d'euros d'entreprise. Elle met Exactement. 20% des fonds propres, 80% de dette. Et donc, elle va se focaliser uniquement sur des boîtes qui sont rentables, ce qui permet de rembourser la dette. Et c'est là qu'on arrive aussi à la beauté du private equity, donc de ce modèle qui n'investit ou qui ne rachète que des sociétés qui sont très avancées au niveau de la maturité. Parce que comme ils ont besoin de mettre de la dette, ils ont forcément besoin d'aller chercher des boîtes qui sont déjà rentables. Et donc, Exactement. donc c'est là que ça dérisque beaucoup le modèle. Alors, c'est pas sans risque, hein, il y a toujours de la casse, mais en tout cas, ça vient dérisquer parce qu'on est sur des sociétés
Moi, j'ai vu beaucoup de sociétés qui sont souvent des leaders de leur domaine. Par exemple, on va racheter une chaîne de boîtes vétérinaires, des maisons de retraite, des choses comme ça, qui sont très récurrentes en termes de revenus. Et ce qui permet d'aller voir le banquier et de dire, bah, OK, il y a une acquisition à 200 millions d'euros, est-ce que vous êtes prêt à nous accompagner? OK. Et donc, moi, ce que je comprends sur la plateforme Fundora, c'est que finalement, il y a une double diversification. C'est que c'est impossible de rentrer dans des fonds d'investissement comme ça. Donc, vous allez prendre ce qu'on appelle des allocations. Exactement, Donc, vous allez dire, je mets 2 millions d'euros dans ce fonds d'investissement et après, vous allez permettre à n'importe quel particulier de prendre une part de ces 2 millions d'euros. exactement, Et donc, moi, si j'investis avec une part de capital minime, je vais pouvoir répartir sur plusieurs fonds d'investissement. Et donc, j'ai une double diversification. J'ai complètement. une diversification de mes fonds. Et au sein même du fonds, une diversification sur les sociétés, vu que c'est le job du fonds d'investissement d'investir sur plusieurs Totalement, sociétés. totalement. Donc finalement, quel est le montant minimal d'argent que je peux investir sur Fundora? Alors, là, on est ravis, on a travaillé, assez durement ces derniers mois, tu le sais, pour nous accompagner. On va proposer, aux investisseurs d'investir à partir de 100 € dans, les fonds du premier quartile de private equity, dans des stratégies, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, Cédric, tu vas avoir la possibilité, d'arriver sur la plateforme Fundora, de déposer de l'argent, d'accord? Et derrière, de choisir une stratégie, d'accord? Et là, tu vas avoir une société partenaire, une société de gestion de portefeuille avec lequel on a noué un partenariat qui va gérer pour toi euh, ton argent sur la base de cette stratégie sur laquelle vous êtes mis d'accord. D'accord? Et donc là-dessus, dans cette stratégie, l'argent va être investi dans un ou plusieurs fonds de private equity, d'accord? Du premier quartile. Et là, ce que tu disais qui est hyper intéressant dans la diversification, c'est que le fait de proposer des tickets qui soient très bas, ça va te permettre, toi, d'investir aussi peut-être chaque mois une partie de ton épargne dans différentes stratégies. Et tu vas aussi pouvoir choisir en fonction de thématiques un petit peu différentes. Toi, demain, tu te dis, bah tiens, moi j'ai envie d'investir dans des fonds qui font de l'IA ou de la cybersécurité sur des géographies, alors pas que en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Asie, etc. Et donc le fait d'investir dans plusieurs fonds, finalement, si on part du principe qu'un fonds, il a à peu près 15 participations, bah, si tu investis dans l'année dans 4 fonds, tu investi dans 60 sociétés. Donc finalement, tu bénéficies d'une diversification qui est vraiment très importante. Et puis, tu vas aussi pouvoir te diversifier d'un point de vue géographique et stratégique. C'est-à-dire que demain, tu vas pouvoir te dire, bah, tiens, moi, la stratégie VC, elle me plaît. J'ai envie d'investir dans les startups qui sont au début de leur aventure. Mais tu vas avoir aussi envie d'investir dans la stratégie que tu décrivais juste avant, c'est-à-dire du buy-out, avec cet effet de levier bancaire dans des grosses sociétés matures, très résilientes, leaders sur leur marché et qui génèrent des bénéfices. Et donc, tu vas pouvoir mélanger un petit peu ces stratégies-là, d'accord? Et également sur des géographies différentes. Mais tu vois, après, je me dis, oh, c'est cool parce que ça m'a l'air assez dérisqué, mais en fait, quelle est la différence avec de l'investissement en bourse? Tu vois, pourquoi je viendrais investir sur la plateforme Fundora? Là, aujourd'hui, on parle de trackers et Ouais, d'ETF. Je peux foutre ça sur des ETF qui sont répartis de manière globalisée. MSCI World, c'est- qu'est-ce que j'ai de différent en fait sur Fundora par rapport à ce que je peux déjà faire sur n'importe quelle plateforme de finance? bah écoute, comme on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui, si tu veux investir dans du private equity, ce qu'on va te proposer, c'est uniquement de l'investissement en startup. D'accord? C'est-à-dire très early stage, très risqué. Et donc, ça va être à toi de te constituer ton panier d'entreprise. Et je le répète, mais voilà, plutôt faire au moins 10 Oui. investissements pour bien se diversifier. Ensuite, tu parlais des ETF. Les ETF, effectivement, tu vas pouvoir rentrer dans un panier d'actions déjà défini, effectivement d'avoir de la gestion passive. La seule chose, c'est que les ETF, demain, le marché boursier qui a très bien performé en 2024, en tout cas aux États-Unis, demain perd 20%. Hmm. D'accord? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu rachètes? Est-ce que tu vends? Est-ce que tu conserves? Voilà. Est-ce que tu essaies de faire baisser ton prix d'achat? En fait, si tu veux, tu as toute une partie émotionnelle qui rentre en ligne de compte. Quand tu es sur le marché des fonds de private equity, dans la mesure où tu as quand même moins de volatilité, puisque c'est pas une liquidité jour, tu ne vois pas le cours de la valeur de ton fonds évoluer chaque jour, bon, tu es déjà un peu plus distant. Deuxièmement,
tu as des gérants qui gèrent l'argent pour toi, d'accord? Et qui, eux, sont habitués à avoir effectivement des périodes économiques qui sont plus ou moins bonnes. Et donc, si tu veux, ce que va proposer Fundora, justement, c'est de pouvoir capter cette valeur, d'accord, que tu as avant que la société se cote en bourse. On parlait tout à l'heure de Facebook. Si tu prends l'exemple de Facebook, Facebook, c'est une société qui a été créée en 2004, d'accord? Au moment où le premier investisseur, qui est Peter Thiel, qui est un des cofondateurs de PayPal, fait le 1er chèque, la société vaut 4 900 000 $, d'accord? Il fait un chèque de 500 000 $ contre 10 du capital, OK? En 2012, quand la société s'introduit en bourse, elle pèse 95 milliards, OK. d'accord? Bon, Donc tu as une création de valeur qui est monstrueuse sur un marché qui est un marché non coté, dans lequel les investisseurs privés n'ont pas eu accès. Et en fait, rapidement, tu as les gros fonds d'investissement qui sont rentrés dans Facebook, d'accord? Qui ont injecté beaucoup d'argent et qui ont réalisé des énormes multiples. Et ensuite, tu as la période où la société a été cotée en bourse, donc de 2012 à 2025. Et là encore, c'est un très beau parcours. 2012, donc la société s'est introduite pour 95 milliards. Aujourd'hui, elle vaut 1500 milliards. Tu fais 16 fois la mise en 13 ans. C'est magnifique, mais c'est, entre guillemets, très peu par rapport à la création de valeur qu'il y a eu sur le marché non coté. Et autre chose, que fais-tu quand, pendant la crise Covid, le marché s'effondre Oui, mais pendant ce que je comprends de ce que tu me dis, effectivement, Facebook, c'est un très bel exemple. Tu vois, ils font 20 000, il fait 20 000 fois sur, juste avant la cotation. Mais il a pris des risques, tu vois, sur justement une phase très tôt dans la vie de Facebook. Donc, il y avait un risque maximal. Et c'est justement parce tout que. à fait, Mais de ce que je comprends et de ce que j'ai pu lire, effectivement, là, il y a un report progressif des introductions en bourse et la valeur est plutôt captée avant l'introduction en bourse complètement. par les investisseurs institutionnels, donc ceux qui ont beaucoup d'argent à investir et notamment les assureurs. Euh, donc, de ce que tu es en train de m'expliquer, de ce que je comprends, c'est que mon potentiel de gain est plus important que d'investir sur un ETF, Alors, en pourcentage. Parce que là, je comprendrais bien la valeur par rapport à un ETF si c'était le cas. Est-ce que c'est le cas? alors aujourd'hui, c'est le cas, si tu veux, et plus tu vas te rapprocher du premier décile, donc c'est-à-dire le top 10% des fonds, et plus tu vas avoir ce qu'on appelle une variance qui va être importante. Parce que tout à l'heure, je te parlais de la moyenne à 14%. Mmh. Si tu es dans le premier décile, tu es sur des rendements qui sont beaucoup plus élevés et qui peuvent aller au-delà de 30 ou 35%. OK. D'accord? Et donc, si tu veux, effectivement, tu as, notamment par l'expertise, la qualité des équipes de gestion, si tu veux, des gestionnaires qui sont capables de répéter comme ça, dans la durée, des bonnes performances. Après, il faut le dire, les performances passées ne présagent pas les performances futures. Et donc une équipe qui a été capable de créer de la valeur pendant 10-15 ans, sur les 10-15 dernières années, ça ne veut pas dire qu'elle va être en mesure de le faire sur les 10-15 prochaines. Bien sûr. Et moi, si je suis, tu vois, convaincu que l'intelligence artificielle va exploser, aujourd'hui, j'ai pas de boîtes qui sont cotées en bourse sur l'intelligence artificielle, si ce n'est bah, les grosses, les GAFA qui ont déjà pris le virage. Donc, tu citais hein, Apple, Facebook, Nvidia. Ouais. Mais donc, moi, je pense qu'il va y avoir une création de valeur. Vous, vous avez des stratégies de portefeuille dans lesquelles spécifiquement je peux aller sur Complètement. l'intelligence artificielle. Ouais. Complètement, exactement. Aujourd'hui, nous, on a un fonds, sur, la plateforme qui est, une stratégie qui est autour de l'IA. Et donc là, on est sur des boîtes qu'on appelle pré-IPO, c'est-à-dire qui sont à quelques mois ou quelques années d'une introduction en bourse, sur les marchés américains et qui sont des très grosses boîtes, des Anthropic, des xAI, voilà, qui sont, les gros modèles LLM d'intelligence artificielle et donc si tu veux, bah, toi, cette valeur aujourd'hui, si tu ne peux la capter qu'au moment où la société est en bourse, bah, ce sera peut-être dans 1 an, dans 2 ans, mais la valorisation sera a priori beaucoup plus élevée et donc si tu veux, là, aujourd'hui, en rentrant, dans des stratégies, sur des fonds de private equity, ça te permet de commencer à capter de la valeur avant, sur des sociétés qui commencent à devenir matures, avec des profils de rentabilité qui sont en cours. Ouais, moi je me suis inscrit, tu vois, et il y a plein de fonds que je connaissais pas du tout. Là, je suis tombé sur L Catterton. Ouais, Et alors je me suis intéressé parce que j'ai vu que c'était à Bernard Arnault, donc ouais, c'était tout à fait. LZMH derrière L Catterton.
Et donc, j'ai essayé de voir quelles étaient les entreprises qui étaient dans le portefeuille justement de ce fonds d'investissement L Catterton. Bon, déjà, je me dis, c'est LVMH, c'est Bernard Arnault. J'étais assez rassuré sur la stabilité du fonds d'investissement et j'ai vu des dingueries. Tu vois, il y a une boîte qui s'appelle Pollen Ouais, ouais, c'est une qui dinguerie fait cette boîte. qui fait des sacs. Alors, je ne connaissais pas du tout. J'ai demandé à une amie, tu connais Pollen? Elle m'a dit, mais oui, toutes les nanas à Paris, elles ont un sac Pollen. Quand j'ai regardé la rentabilité du truc, je me suis dit, mais c'est lunaire. Ah ouais, c'est En 10 ans, la boîte, elle passe de 0 à quasiment 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a la moitié, c'est du bénéfice. ouais, ouais, c'est incroyable. C'est lunaire. Et Ah ouais, c'est effectivement, incroyable. je comprends bien que dans une boîte comme ça, je vais pas pouvoir rentrer en direct. Là, ils vont me dire, t'es qui toi? Euh, et, mmh, et donc, ouais, sur le segment, tu vois, moi, typiquement, cybersécurité, intelligence artificielle, luxe, je trouve ça très sympa parce que en tout cas, c'est des verticales auxquelles je crois beaucoup. Ouais, ouais, non mais complètement. Et une boîte comme Pollen, c'est une boîte qui est pas cotée en bourse et je suis persuadé qu'elle va continuer d'exploser. En plus, tu te dis, à partir du moment où El Catterton met du pognon là-dessus, il balance le réseau de distribution LVMH et tu es Complètement. sûr que la boîte, c'est sûr, elle va cartonner. Ouais, ouais, bah, tu prends un bon exemple, l'exemple de L Catterton, effectivement, c'est un fonds qui est détenu en partie par LVMH et Bernard Arnault. Et donc, si tu veux, qu'il y a une expertise très forte dans le luxe, parce qu'aujourd'hui, le numéro 1 mondial du luxe, c'est LVMH. Et donc, c'est hyper intéressant de voir que, bah, en fait, quand ils vont intégrer des sociétés, ils vont prendre des participations dans ces sociétés, ils vont bénéficier de tout l'apport que peut représenter un groupe comme LVMH. Et tu parlais du cas de Mais Pollen. tu vois, mais pourquoi ils ont besoin d'ouvrir? El Catterton, ils ont tellement de pognon chez LVMH, pourquoi ils ouvrent à la souscription Bien sûr, mais parce que si tu veux, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'El Catterton, ils n'ont pas qu'un seul fonds, ils en ont plusieurs avec des stratégies différentes, sur des géographies différentes. Donc, ils vont avoir un fonds qui va être plutôt US, un fonds qui va être plutôt Europe. Et que Bernard Arnault, si tu veux, lui, aujourd'hui, il a aussi d'autres investissements, il fait beaucoup d'investissements immobiliers, etc. Et donc, l'idée, c'est que lui, il met dans chacun des fonds une partie, Mmh. mais derrière, ils font appel à d'autres investisseurs que ça intéresse de rentrer sur cette stratégie, sur le luxe, retail. Et donc, en gros, lui, il va placer une partie de ses avoirs dedans, d'accord? Mais il va pas mettre tous ses œufs dans le même panier non plus. Donc, si tu veux, il se dit: «Bah, moi, je vais pouvoir en faire profiter à d'autres investisseurs» et puis dessus, bah, ils vont toucher les frais de gestion, ils vont toucher du carry d'intérêt. Et donc finalement, il crée des emplois, il fait vivre, des équipes, de gestion et des employés. Donc si tu veux, c'est un modèle qui est aussi assez vertueux. Et l'idée, c'est que derrière, bah, ces sociétés, une fois qu'elles sont passées par le fonds L Catterton, soit elles vont, s'introduire en bourse, soit elles vont faire l'objet de rachats, d'accord? Et potentiellement LVMH pourrait en intégrer une. Tu vois, tu cites le cas de Pollen, peut-être que demain LVMH ou un acteur comme, Ouais, c'est un peu la nurserie. voilà, C'est exactement, comme Kering, voilà, exactement. exactement. Parce que tu bénéficies justement de toute cette expertise, de tout ce réseau de distribution, et donc c'est vrai que c'est des modèles qui sont hyper vertueux. Moi, si je mets de l'argent, dans la plateforme La Fundora, tu as dit qu'il y avait 5 ans de période d'investissement, 5 ans de Ouais. désinvestissement au niveau des fonds. Donc ça veut dire que je suis bloqué pendant 10 ans? Ouais. Comment ça fonctionne? Alors exactement, en fait, tu as, différentes stratégies et puis tu as différentes, périodes enfin différents horizons d'investissement, pardon. Et donc tu as certains fonds, on va dire que la majorité des fonds dans le private equity, on est sur un horizon de 10 ans, d'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, c'est pas tu investis, en 2025, et puis tu ressors en 2035, d'accord? C'est effectivement, tu vas, commencer à investir en 2025, puis il va y avoir d'autres investissements qui vont être faits en 2026, 2027 et cetera. Et tu vas avoir ce qu'on appelle des distributions. Parce qu'à chaque fois que le fonds dans lequel tu as investi ton argent va céder une de ses participations, elle va, ce qu'on appelle, te rendre de la liquidité. Elle va te faire une distribution. Et donc, tu vas te retrouver dans un mécanisme où finalement, bah, la liquidité, elle ne va pas arriver au bout de 10 ans. Elle va arriver plus tôt. Sur les bons fonds de private equity, elle commence à arriver parfois à partir de l'année 3 ou l'année 4. Et on considère qu'un fonds qui t'a rendu 100 de ton capital à horizon 7 ans, le place dans, justement le premier quartile en termes de distribution. Donc si tu veux, toi, tu vas avoir dérisqué ton investissement au bout de 7 ans, d'accord? Encore une fois, hein, sur la base des historiques de performance, et derrière, bah, tu vas commencer à encaisser des plus-values. Mais là où ça devient intéressant, c'est que quand tu commences à percevoir de la distribution, d'accord? Et ben, cette distribution, tu vas pouvoir te dire: «Bah, je vais la réinvestir dans un autre fonds», par exemple, ou dans un autre actif, ou Mmh. dans de l'immobilier. Et donc tu vas pouvoir remettre au travail cet argent-là, d'accord? Et donc c'est là où finalement
tu as des mécanismes de création de valeur et de capitalisation qui rentrent en jeu et qui sont très intéressants. Voilà. Après, ce qu'il faut bien noter quand même, et c'est important de le rappeler aux personnes qui nous écoutent, c'est que l'investissement en private equity, c'est un investissement qui n'est pas liquide. D'accord? C'est pas comme une action en bourse ou un ETF où tu peux acheter et vendre. D'accord? Donc ça a du bon et du moins bon. C'est-à-dire que le bon, c'est que parfois, dans une période un peu compliquée où tu vas être tenté de vendre et puis finalement le marché va reprendre quelques jours après, tu vas avoir une frustration. Là, ça te permet d'être moins exposé à la volatilité. Par contre, c'est important d'investir de l'argent dont tu ne vas pas avoir besoin dans les prochains mois ou dans les 2, 3 prochaines années, puisque cet argent, comme son nom l'indique dans le private equity et sur les marchés privés, n'est pas liquide. D'accord? Donc, tu n'as pas d'horizon, si tu veux, de garantie que l'argent va être rendu dans 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà, Ouais. donc c'est un point important à noter. Tu moi, quand je mets de l'argent sur la plateforme, je possède quoi? J'ai quoi? J'ai une action du fonds d'investissement? Juridiquement, tu vois, est-ce que je peux investir, au travers mon PEA? Est-ce que je peux mettre ça, dans une assurance vie? Alors, tu auras la possibilité de le mettre au travers d'une assurance vie. Là, pour le moment, c'est pas encore le cas, mais c'est quelque chose sur lequel on est Mais en train de j'ai quoi? travailler. J'ai une action d'un fonds Alors, d'investissement ou tu vas avoir une action d'un véhicule, d'accord, d'une d'une société? société, d'accord, qui lui sera, heu, actionnaire Ah oui, donc comme du tu fonds. m'as dit qu'il faut par exemple 2 millions d'euros, il Exactement. y a une société qui est créée, une société commune qui va récolter ces 2 millions et donc c'est cette société qui investit? OK. Exactement et donc la société, elle, va détenir des parts de fonds et toi, tu vas détenir des actions de cette société. Voilà. Oui, très clair. Donc effectivement, comme j'investis, et tu vois, est-ce que c'est considéré comme une PME au sens, est-ce que je peux bénéficier de défiscalisation type IR-PME ou pas? Alors, IRPME aujourd'hui, tu ne l'auras pas, d'accord? Maintenant, tu auras, certains, dans le cadre de l'assurance vie, donc tu auras une fiscalité qui sera, allégée. Mais aujourd'hui, le modèle de taxation, sera le modèle de la flat tax, donc Ouais, ce sera 30% pour exactement, le moment et potentiellement plus, avec potentiellement plus à l'avenir. la loi de finances. OK. Non, super intéressant et qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Que pourquoi ça existe pas déjà en fait? Bah, Tu vois? justement, Et pourquoi ces gros fonds d'investissement, vraiment c'est trop d'emmerde de gérer des particuliers? bah, clairement, en fait, aujourd'hui, tu vois, un limited partner, c'est-à-dire un investisseur dans un fonds, puisque c'est le terme qu'on utilise, ça peut être un fonds peut lever 500 millions avec 5 investisseurs, chacun mettant 100 millions. Ouais, donc D'accord? c'est la Donc pour facilité. eux Pour eux, c'est pas c'est très simple à eux, leur gérer. job, c'est de Ils gérer les peuvent boîtes, le c'est pas les gérer, investisseurs, tu ouais. vois, presque avec des fax encore, tu vois? Et donc aujourd'hui, ils sont pas encore rentrés dans cette ère de la digitalisation et aujourd'hui, ils sont incapables de gérer des volumes, avec, des milliers d'investisseurs qui viendraient investir dans leurs fonds parce que, bref, on va pas rentrer dans le détail, mais il y a des mécanismes d'appel de fonds et cetera et donc si tu veux, pour eux, ça fait beaucoup de complexité. Et pourquoi ça existait pas? Qu'est-ce qui fait que Bradley, il arrive de la boulangerie et tu vois, il se dit, «Moi, je vais faire ça» et j'imagine que d'autres personnes se le sont dit Bah, avant? plein d'autres personnes se le sont dit et aujourd'hui, tu entends un grand mot, dans le monde du private equity, c'est la démocratisation. On veut démocratiser, on veut retailiser le marché. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, tu as les acteurs qui sont arrivés, et qui font un super boulot et qui te disent: «Bah, voilà, aujourd'hui, si tu veux rentrer dans un fonds professionnel de capital investissement, tu dois, pouvoir justifier de mettre au moins 100 000 € Mmh. dans ce fonds, d'accord? Et donc tu as des sociétés qui sont des fonds de fonds, c'est-à-dire des fonds d'investissement qui vont investir dans d'autres fonds ou alors des feeders, c'est-à-dire qui vont créer une poche, un compartiment pour investir dans un fonds. Et ben, ces sociétés-là, si tu veux, elles te proposent d'investir en te disant: «Bah, voilà, si tu veux être assimilé à un professionnel, il faut que tu sois en mesure d'investir 100 000 €». D'accord? Et on parlait de la réglementation, on parlait de la régulation et cetera. C'est des choses sur lesquelles, et c'est très bien d'ailleurs, hein, il y a énormément de contraintes, en France et en Europe. D'accord? Et donc, moi, comme je t'ai dit par mon parcours, je suis quelqu'un d'assez résilient et donc je me faisais pas à l'idée qu'il y avait pas une possibilité, de permettre de démocratiser justement cette classe d'actifs à des investisseurs privés. Et donc j'ai travaillé énormément avec, des conseils, avec des avocats, avec des cabinets spécialisés dans la partie, régulation, et on a trouvé justement ce mécanisme-là où aujourd'hui, un investisseur va pouvoir entrer sur des stratégies
Et grâce à notre partenaire, justement, société de gestion de portefeuille, eh bien, notre partenaire va pouvoir faire la gestion de ces fonds et les investir dans des fonds du premier quartile. Ouais, c'est ce que tu m'expliquais. En fait, j'ai l'impression qu'on a des parcours assez similaires aujourd'hui pour réussir et pour arriver à cette démocratisation, il faut que tu sois innovant et que tu amènes de l'innovation juridique. Exactement. Et souvent, cette innovation juridique, elle n'est pas palpable par les acteurs qui sont déjà sur le marché parce que ce qu'ils font fonctionne bien. C'est des personnes qui, il ne faut pas se leurrer, hein, gagnent très bien leur argent Complètement. en faisant de la gestion pour tiers. Et donc, je te souhaite de gagner bien ta vie également, mais tu arrives avec une sorte de naïveté, ce que j'ai eu sur l'immobilier, qui fait qu'on se dit, mais en fait, pourquoi ceci n'est pas possible? Pourquoi? Et il y a une sorte de, de Robin des Bois, de volonté de redistribuer, de redonner, qui est intéressante aussi dans ces approches-là. De pas rester sur un statu quo, sur un modèle qui existe depuis Complètement. des années, où on considère qu'un investisseur qui est un investisseur averti, qui sait ce qu'il fait, doit minimum investir 100 000 €. Moi, je ne la comprends pas cette règle de dire que parce que tu as investi plus de 100 000 €, tu es censé être plus intelligent que celui qui investit que 10 000 €, Ouais. vis-à-vis des autorités de régulation et notamment de l'autorité des marchés financiers. Donc, moi, je suis content d'encourager ce type d'initiative et d'être avec vous, dans l'aventure. Aujourd'hui, c'est le son de cloche qu'on entend. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs, qui sont des investisseurs, qui ont même une connaissance du marché et qui te disent: «Bah, ça faisait longtemps qu'on attendait une solution comme la vôtre parce que, voilà, aujourd'hui, moi, je pourrais potentiellement mettre 100 000 €, mais je Oui. mettrais dans un fonds» et donc du coup, en termes de diversification, bah, c'est sûr que c'est mieux que de le mettre dans une seule entreprise. Mais si tu peux mettre dans 5 ou 6 fonds avec, ces 100 000 € que tu aurais eu, par exemple, Et là, tu parles à des personnes qui sont capables de mettre 100 000 € et qui exactement. tu vois? Mais ce qui est trop bien là, c'est que tu vas pouvoir mettre à partir de 100 €. Exactement et donc nous justement là on est Merci dans de pas nous avoir copiés sur les 10 €. ouais. Non, non, mais nous si tu veux là on est hyper contents parce que justement on va vraiment proposer de la démocratisation. Aujourd'hui, le son de cloche qu'on a, dans le milieu, c'est, «Mais attendez, déjà 100 000 €, mais c'est on démocratise déjà 100 000 € Ah oui, et c'est nous en bah, fait on se dit: «Mais». 50 millions à 100 000, Voilà, j'avoue, exact. oui. Mais je suis d'accord, c'est déjà très beau. Mais aujourd'hui, la vraie démocratisation pour que l'investisseur privé, en fait, il puisse avoir accès à cette classe d'actifs, il fallait qu'on descende ce ticket plus bas. Et donc justement, on a travaillé, voilà, d'arrache-pied avec mes associés et toutes les équipes pour, justement arriver à ce modèle, qui, aujourd'hui va nous permettre, d'investir justement à partir de faire investir les gens à partir de 100 €. OK, tu m'as convaincu, j'ai envie d'investir. Comment je m'inscris? Comment je vous contacte? Eh ben écoute, très simple, tu te rends sur fundora.fr, tu OK, crées ton compte Fundora, et Fundora. exactement, tu t'inscris, tu ouvres ton compte, à ce moment-là, on va te poser un petit questionnaire, d'accord? Pour, justement, s'assurer de ton adéquation par rapport à l'investissement. On va, venir te poser des questions sur, tes revenus, sur tes charges, sur ton patrimoine, Je peux sur tes objectifs je d'investissement. peux poser des questions? Je peux avoir un rendez-vous téléphonique? Bien sûr, tu peux Oui. avoir un rendez-vous téléphonique avec nos équipes. Tu peux le faire aussi, de façon autonome. Une fois que tu as rempli ton questionnaire, on va pouvoir émettre un scoring, pour justement voir si tu es apte à investir sur notre plateforme et puis à ce moment-là, bah, tu vas être en mesure de choisir la stratégie, qui te parle le plus et de Bah, moi, j'encourage en tout cas tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, même si vous voulez pas investir, allez juste voir, inscrivez-vous, allez voir à quoi ça ressemble. Moi, ce qui est assez intéressant là sur notre plateforme, on a 400 000 personnes qui sont inscrites. Il y en a un peu moins de 150 000 qui ont investi, donc déjà, c'est une grosse proportion. énorme. Mais il y a beaucoup de personnes qui se disent, moi, ça me plaît, j'ai pas forcément les moyens, parce que c'est des personnes qui pourraient investir à partir de 10 €, mais qui se disent, pourquoi 10 €? J'attends d'avoir un peu plus d'argent pour pouvoir justement avoir cette diversification, mais qui voient nos opportunités et donc qui se forment, tu vois? Ça les encourage à essayer de Complètement. comprendre l'immobilier. Donc là, c'est pareil, allez regarder parce que si la finance vous intéresse, si toute cette logique d'investissement dans des entreprises vous intéresse, vous allez avoir plein de boîtes, qui vont passer, plein de fonds d'investissement. Tu vois? Même moi, je parlais de L Catterton, mais il y en a d'autres. Là, j'ai Tout à vu fait. passer une boîte, Plyops que je connaissais pas, super boîte dans l'intelligence artificielle et qui améliore les performances que je connaissais pas. Ça m'a obligé à m'informer et je me suis dit: «Bah, tiens, je connaissais pas, c'est basé en Israël, c'est une super start-up». Donc faites l'effort, d'aller chercher l'information. Vous n'êtes pas obligé d'investir. Tout à fait. En tout cas, c'est bien mieux qu'aujourd'hui, une formation, tu vois, tu as fait l'EDEC, j'ai fait une formation à HEC, ça me sert à rien aujourd'hui. Ouais, ouais, J'apprends 10 complètement, fois plus complètement. en me documentant comme ça par moi-même. On a tout à disposition là aujourd'hui. Heu
Qu'est-ce qu'on souhaite à Fundora? Vous êtes où dans 5 ans? Bah, on est une belle équipe. On est, j'espère une belle équipe. On a, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'investisseurs, qui nous font confiance et voilà, on souhaite un beau parcours un peu similaire à celui que tu as réussi, à faire avec Brix. Mais effectivement, je pense qu'on se rejoint sur pas mal de sujets et c'est aussi pour ça qu'on a bien accroché, quand on s'est parlé la première fois, il y a quelques mois. C'est vraiment cette envie, de rendre accessibles des choses qui étaient, totalement, inaccessibles et encore une fois, on n'est pas là pour, être un marchand de rêve, d'accord? C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas là pour vous dire: «Vous allez faire fois 10 et cetera, fois 15», c'est pas du tout ça. Ici, c'est justement, d'être dans un objectif de, créer de la valeur, d'avoir des rendements qui soient intéressants, avec des profils de risque qui soient, effectivement, plutôt cohérent par rapport aux performances qu'on vise, et d'avoir de la diversification. C'est hyper important aujourd'hui, de toute façon, c'est un grand précepte. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et donc je pense que, en investissant, sur une plateforme comme Fundora, vous allez, mécaniquement, faire de la diversification et vous allez, pouvoir, investir dans des projets, dans l'économie réelle et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Génial. Merci Bradley, c'était le mot de la fin. Merci à toi, Cédric. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Encore une fois, aujourd'hui, il y a des dizaines de solutions qui vous permettent d'investir, que ce soit sur l'immobilier ou dans des boîtes ou en bourse. Allez vous documenter, allez vous inscrire uniquement pour voir à quoi ça ressemble. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de donner du sens à votre épargne. Je pense que la vie est trop courte Ouais. pour passer à côté. Donc faites-vous des kiffs, investissez dans des trucs qui vous font vraiment rêver, parce qu'aujourd'hui, on peut répartir son argent sur plein de véhicules différents. On peut le mettre, tu en as parlé, sur des tableaux, sur des montres, et cetera. Essayez de diversifier, mais surtout, donnez du sens et investissez dans des choses qui vous plaisent réellement. Merci encore d'avoir suivi cet épisode. On va mettre toutes les références en bas dans la description de l'épisode. On va également faire un code BRICS. Vous pourrez vous inscrire directement sur Fundora avec le code BRICS et on verra, vous aurez une petite remise. On va mettre ça en description. À très bientôt pour un nouvel épisode et heureux de voir que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à suivre le BRICS Talk et à regarder mes vidéos. Salut!